Oui, aujourd'hui on va parler de moi, mais ça va pas forcément être une histoire très marrante. Et en fait, je sais pas, j'aime pas parler de moi, donc c'est un peu compliqué là à faire la vidéo. Oui, alors aujourd'hui on va parler de moi parce que apparemment il y a des abonnés sur les réseaux sociaux qui ont un petit peu de mal à comprendre mon histoire et du coup on a décidé de donner un petit peu de détails et de faire un petit peu une piqûre de rappel. Voilà. Donc on va parler un peu de moi aujourd'hui, de ma vie privée. Non, je déconne. Ouais, ouais, on va parler de ma vie privée, on va parler de plein de choses. Il y aura plein de croustillants. Regardez la vidéo. Vous allez apprendre plein de choses hyper intéressantes à propos de moi. Faut-il déjà que ma vie soit intéressante? Alors non, je ne donne jamais trop de détails par rapport à ma vie privée parce qu'en fait, j'estime que j'expose assez de choses déjà sur les réseaux sociaux par rapport à mon combat et du coup, j'estime que j'ai le droit de garder un petit peu une part d'intimité. Donc c'est vrai que il y a des choses, j'ai pas du tout envie de les partager, j'ai pas envie de les raconter, j'ai envie de les garder pour moi, et c'est aussi pour ça que je les raconte pas forcément. Alors oui, je peux raconter un petit peu mon histoire, et en fait je crois que c'est la première fois que j'en parle devant la caméra pour raconter un petit peu les détails. Donc en fait déjà, je pense que vous le savez tous, hein, vu que vous me suivez sur les réseaux sociaux entre autres, donc je m'appelle Anna Vicente. J'ai bientôt 28 ans et je suis mariée. En fait, j'ai porté plainte donc en juillet 2016 contre mon agresseur, ça tout le monde le sait parce que je pense que vous l'avez tous compris, c'est marqué en plus dans la description du collectif. Euh, En fait, j'ai donc été violée donc dans mes souvenirs à moi, de l'âge de 3 ans à l'âge de 16 ans. Dans ma plainte, la justice a retenu donc de 5 à 16 ans pour les viols. Tout simplement parce qu'on estime qu'un enfant est capable de verbaliser des souvenirs quand il a 5 ans. Avant, on peut en avoir, mais on les retient pas parce qu'on n'est pas réellement capable de les verbaliser. Mais moi, j'ai des souvenirs d'avant 5 ans, ça c'est sûr. Alors pourquoi je ne dis jamais qui est mon bourreau? Pour la simple et bonne raison que, en fait, comme rien n'est instruit, si je le dis et que ça sort de ma bouche à moi, ça peut être de la délation et il peut porter plainte contre moi. Et je veux pas du tout lui laisser cette opportunité. Ça me donne pas du tout envie. Alors oui, normalement, si vous avez suivi un petit peu les sujets qui ont été faits sur moi, et entre autres les articles de journaux du Républicain Lorrain, vous pouvez aisément deviner qui c'est. Et en plus, dans le deuxième article de journal du Républicain Lorrain, il est marqué noir sur blanc qui c'est. La seule rumeur que je me permettrais de faire taire, c'est que c'est pas du tout mon papa. Et ce qui a été le plus dur dans mon histoire, c'était de pas pouvoir parler. Euh, En fait, mon entourage a refusé que j'en parle parce que clairement c'était la honte. Et en fait, ce qu'ils ont pas compris, c'est qu'en m'empêchant de parler, ils le protégeaient lui. Et on protège pas un pédocriminel. Et en fait, finalement, c'était pas lui donner raison, mais c'était le laisser faire. Et ça, ils s'en sont pas rendus compte, ou en tout cas, je l'espère. Et ça a vraiment été le plus dur, c'est ça qui m'a amené à faire des tentatives de suicide, mais ça a été vraiment ce qui a été très compliqué, c'est que dès que je voulais en parler, c'était écoute maintenant, faut vraiment que tu passes au-dessus, faut vraiment que tu oublies, faut vraiment pas que tu vives dans le passé. Et en fait, ce que les gens, ils ont du mal à comprendre, c'est qu'une victime, elle l'oubliera pas. On peut vivre avec, on peut apprendre à vivre avec, mais dire à une victime de passer au-dessus et d'oublier, en fait, c'est aberrant. Et en fait, la chance que j'ai eue dans mon malheur, c'est que... alors, j'ai deux grandes cousines avec qui j'ai pu en parler. Et j'ai ma sœur qui ne m'a jamais refusé d'en parler. Et pourtant, elle est très sensible. Et je sais à quel point, quand on en discutait, ça pouvait lui faire du mal. Elle en faisait des cauchemars derrière ou autre, mais elle m'a toujours écoutée. Et ça, c'est un truc, je l'oublierai pas.
Parce qu'en fait, à ce moment-là, elle s'est sacrifiée en quelque sorte pour m'écouter, alors qu'elle savait qu'elle en avait pas forcément la capacité pour que moi je puisse en discuter puis aller mieux. Et c'est plus tard quand j'ai rencontré mon mari, le garçon plutôt qui est devenu mon mari, que j'ai pu en parler librement. Et il connaît parfois des détails assez sordides sur mon affaire, et entre autres, il était là quand j'ai porté plainte, donc j'ai rien caché, et c'est pas pour autant qu'il m'a jugée, c'est pas pour autant qu'il m'a traité autrement, et ça c'est quelque chose qui est vraiment très agréable pour moi, et ça me permet vraiment d'être libre dans ma façon de penser et de parler. Et j'ai pas besoin de faire attention à ce que je dis, j'ai pas besoin de faire attention à dire que je vais bien si ça va pas ou autre, et ça c'est vraiment un trésor pour moi, c'est un pur bonheur. Je sais qu'en tout cas, j'ai la chance d'avoir quelqu'un à mes côtés qui ne me reproche absolument pas quand je suis pas au top. Alors, il faut savoir que quand je suis allée porter plainte en 2016, la moitié de ma famille n'était pas d'accord, et ceux qui faisaient semblant d'être d'accord avec moi, ils ont vite été pas d'accord quand ils ont compris que je le faisais vraiment. Parce que jusque-là, je disais que j'allais aller porter plainte, et en fait, à chaque fois, ils arrivaient à inventer des histoires ou à me mettre dans un mécanisme de culpabilité qui faisait que je le faisais pas, et que je me disais que j'allais briser la famille, etc. Et en fait, c'est vraiment en rentrant en psychothérapie que quand j'ai dit ça à la psychiatre, elle m'a dit « Non mais sérieux quoi !» C'est lui qui a brisé la famille le jour où il a décidé de vous faire ça. Et à savoir que moi, je suis pas la seule victime. Donc ouais, je pense que le jour où il a pris ces décisions-là, c'est lui qui a pété la famille et pas moi. Mais bon, ça, une bonne partie de ma famille l'a pas forcément compris. D'ailleurs, c'est mis en victime collatérale. Ça a été une catastrophe, et il y en a même, il y a eu des menaces de mort. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils préféreraient que je crève plutôt que j'aille porter plainte. Ça a été des appels incessants pendant 2 ans pour que je retire ma plainte. On a essayé de me culpabiliser pour que je retire ma plainte aussi. J'ai pas lâché. Et en fait, les gens ne se rendent pas du tout compte que me mettre sur les réseaux sociaux comme ça, c'est pas quelque chose de facile, parce que j'en ai aussi toutes les répercussions qui vont avec. Et ça a été mon choix, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, on peut pas rester comme ça, on peut pas laisser les victimes dans le silence. D'ailleurs, ce choix-là a été fait juste avant la création du collectif, je l'expliquerai plus tard. Mais il faut savoir que ça a pas été un choix facile que de me mettre sur les réseaux sociaux, ça a pas été un choix facile que de prendre la parole comme ça. Et je pense qu'en fait, ça a même pas été un choix, ça a été une évidence que de se dire, il y a un moment donné, faut mettre un coup de pied dans la fourmilière parce que personne n'écoute les victimes, personne ne leur donne la parole. Donc le but, c'est vraiment de donner la parole aux victimes, mais en permanence. Moi, mon but, c'est que les pédocriminels, ils tremblent. Il faut changer les lois, il faut changer la structure de la justice par rapport, en tout cas, aux victimes de pédocriminalité. Il faut tout faire évoluer, et clairement, c'est mon but. Alors comment j'en suis arrivée là? En 2020, donc après la crise du Covid, voilà, on avait été confinés 2 mois à la maison, et il faut savoir qu'en fait pour moi, être confinée 2 mois à la maison, c'était facile. Parce que j'avais plus besoin d'aller affronter le monde extérieur, plus besoin finalement de faire d'efforts, de socialisation, etc. Et quand j'ai repris le travail, ça a été pour moi un énorme choc émotionnel, parce que il a fallu tout recommencer, mais d'un seul coup. Ça veut dire que ça a pas été un tout petit peu, tout doucement. Ça a été paf, d'un seul coup, je me retrouvais de nouveau dans mon boulot. Je me suis rendu compte que mon affaire n'avançait pas, parce que finalement, ça faisait 1 an qu'on envoyait des courriers avec mon avocat et on n'avait même pas de réponse. Et moi, je me retrouvais de nouveau, je me suis pris une énorme claque à arriver dans le monde de nouveau du travail, de nouveau dans le monde avec les autres. Et en fait, pour moi, c'est pas forcément hyper facile d'être mélangée aux autres. Alors même si on dirait pas, parce que je suis super à l'aise comme ça, mais à la base, c'est pas inné, loin de là. Ça a été vraiment un gros travail sur moi-même pour sortir dans des bars, pour aller travailler, même si je travaille depuis mes 18 ans, parce que je me suis jamais laissée justement ne pas travailler. C'est vraiment quelque chose qui a été très compliqué, et là je me suis dit c'est pas possible, on m'a oublié, il y a eu la crise du Covid, ok, on est encore en plein dedans, mais en attendant, avec mon avocat on envoie des courriers et justement on nous snob quoi. Et en fait, je commence à faire des recherches sur les affaires un peu similaires à la mienne, et là je me rends compte que je suis loin d'être la seule. Alors je me rends compte que des cas comme le mien, il y en a des milliers. Et je me dis, mais punaise, on est plein, mais en fait, il y a personne qui ose rien dire. Est-ce que vous savez les mots que crée votre silence?
Et en fait, c'est pour ça que j'ai appelé le collectif les mots MAUX du silence, parce qu'en fait, le mépris auquel vous faites face, parce que clairement, rester silencieux comme ça face à une victime qui a autant souffert, ou face à une victime tout court de n'importe quoi, c'est hyper méprisant. Et moi, j'ai besoin de ça pour me reconstruire, j'ai besoin au moins juste qu'on me réponde. Et on ne me répondait même pas. Et en fait, on ne me répondait pas parce qu'on ne savait pas où était mon dossier. Personne ne me l'a dit à aucun moment. En fait, c'est avec la création du collectif en juillet 2020 qu'on a commencé à faire du bruit et que mon dossier a été retrouvé. Et en fait, on a su à ce moment-là que mon dossier était perdu depuis le 12 décembre 2017. Donc en fait, depuis le 12 décembre 2017, il a été posé à un endroit, on n'y a plus fait attention, puis en fait, à force, on l'a oublié. Donc quand il a fallu le retrouver, on savait même plus où il était. Et là, vous vous dites quand même, il y a une grosse défaillance dans la justice. Enfin, ça craint, quoi. Et je me suis dit, mais je dois pas être la seule, c'est pas possible. Et là, mon avocat m'a dit un truc, il m'a dit, mais vous savez, moi j'ai une cliente, elle a porté plainte en 2016, elle a même pas encore été entendue. À un moment donné, il faut comprendre un truc, c'est qu'un adulte qui a vécu ça, c'est un éclopé de la vie, quoi. Et j'ai vraiment voulu avec le collectif que les gens ouvrent les yeux là-dessus. C'est pas parce qu'on ne voit pas les victimes qu'elles n'existent pas, bien au contraire. Elles se cachent parce qu'elles ont honte, mais il faut changer ça dans la société. C'est pas aux victimes d'avoir honte, c'est aux pédocriminels. Et il y a un moment donné, si les peines sont un petit peu plus dures et que clairement les dossiers sont traités beaucoup plus rapidement, parce que c'est sûr, hein, quand on regarde dans mon dossier, moi je suis mon bourreau, ça fait 5 ans, il n'y a encore rien qui a été instruit, il a même pas été incarcéré en 5 ans, hein. Pourquoi avoir peur ? Non, en fait, c'est moi en tant que victime qui suis en train de souffrir du fait qu'il est encore en liberté et qu'il a même pas encore été jugé. C'est quand même ouf, parce qu'en fait, c'est la victime qui souffre. Alors que dans ce cas-là, ça devrait être le pédocriminel qui souffre. Tout marche à l'envers. Et oui, j'ai lancé mon action pour interpeller Monsieur Dupond-Moretti, tout simplement parce qu'il s'est engagé publiquement envers les victimes et qu'il ne l'a pas fait. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'a encore rien fait. Et il y a un moment donné, tu peux pas prendre des engagements, ça va faire quasi 1 an, hein, et ne rien faire. Alors, il pourra me dire qu'il fait quelque chose, mais en attendant, on n'en voit pas la couleur. Et c'est ce que je revendique, c'est que je demande à ce que la justice qui vote des lois fasse appel aux victimes pour savoir ce dont elles ont besoin. Parce qu'en fait, ça sert à rien de voter des lois si c'est pas ce dont les victimes ont besoin. C'est un cercle vicieux, il faudra de nouveau rechanger le système. Donc autant créer le système avec les victimes. Alors pourquoi je ne raconte jamais tout? Tout simplement parce qu'il y a des détails aussi qui doivent rester privés dans mon affaire. Alors, il faut savoir que quand j'ai fait la vidéo pour l'appel à l'aide sur les réseaux sociaux, quand on a créé le collectif en juillet 2020, 2 semaines après la création de la page, la femme de mon agresseur a eu l'intelligence de s'abonner à notre page. Donc on a su qu'il nous suivait, on a su qu'il regardait ce qu'on faisait, qu'il s'y intéressait, etc. Donc on s'y attendait. Mais on s'attendait quand même pas à ce qu'il demande un abonnement. Donc du coup, oui, je ne raconte pas tout, mais c'est pour ne pas donner forcément de carte donc à mon bourreau pour se défendre. Des choses à savoir sur moi. Il y en a 2, je pense que vous les savez déjà parce que elles sont notées dans le descriptif du collectif. Ouais, que je suis athée et apolitique. Le fait de dire que je suis athée, c'est assez important pour moi parce que c'est vraiment une grande liberté que de pouvoir le dire. Alors il y a autre chose, je sais pas trop si ça se voit dans mon action ou si ça se voit sur ma page. Je suis une très grande optimiste. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai lancé toute mon action. C'est pour ça que je continue hein, sur les réseaux sociaux parce que j'espère que ça servira et je continuerai mon combat, hein, même après que mon procès à moi ait eu lieu. Et en fait, je veux vraiment que ça serve aux générations futures. Je veux protéger les générations futures et je veux aider les générations éclopées actuellement, quoi. Et en fait, je me dis toujours que si c'est pas moi qui change les choses, ce sera peut-être mes enfants, ce sera peut-être les enfants des autres si moi j'en ai pas. C'est pas forcément parce que c'est moi qui le commence que c'est moi qui le finirai. Ensuite, je pense qu'après ça se ressent beaucoup dans mon action. Je suis quelqu'un d'obstiné. Je m'arrête pas à un refus. Je me dis que, par exemple, dans mon action pour Monsieur Dupond-Moretti, il finira peut-être par me répondre. Là, t'as le côté obstiné qui n'arrête pas de l'interpeller, puis t'as le côté optimiste qui se dit que ça va peut-être le faire. Je pense que les deux combinés ensemble, ça va pas trop mal, surtout dans une affaire comme la mienne. Un dernier truc pour me décrire. Je pense que ça se ressent pas dans mes vidéos, ni dans ma page Facebook. Mais en fait, j'adore l'humour noir. Mais vraiment, ou l'humour gras. Et je pense que heureusement, parce que dans mon affaire, il me faut beaucoup d'humour. Mais ça se ressent pas beaucoup. En même temps, je suis pas là pour faire des blagues, en fait.
bah, je suis un peu là pour défendre ma cause, donc ça se ressent pas. Et je pense d'ailleurs que sans humour noir, sans l'humour que j'ai plutôt, j'en serais pas arrivée là. Même dans mon affaire, je pense qu'il m'a fallu beaucoup d'humour pour en arriver là et beaucoup de résilience aussi. Mais je pense que par rapport à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, par rapport à tout ce qui se passe avec le collectif, parce que les gens ils ont vraiment l'impression qu'on fait pas grand chose, mais en fait si. Faut savoir quand même un truc, c'est que le collectif me prend 3 heures par jour, en plus de mon travail. Et je travaille quand même déjà pas mal. Je pense qu'il me faut beaucoup d'humour, surtout face aux commentaires de certains. Il y a des victimes d'ailleurs qui m'ont demandé de faire des vidéos par rapport à ça. Et je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas du tout compte de leurs bêtises et du mal que ça peut faire. Alors ça va que moi je suis blindée, et puis que bah, quand ça va pas, je peux en parler avec mon mari. Mais je me dis, voilà, t'as des victimes, elles sont toutes seules, elles vont déjà pas bien, puis elles lisent ça. Non, 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 les gars, faut arrêter, quoi. On essaye de répondre un peu avec de l'humour parce qu'on se dit que les gens qui nous provoquent, en fait, n'attendent qu'une seule chose, c'est qu'on s'énerve et qu'on n'a pas forcément envie de leur donner cette satisfaction. Mais souvent, on en rigole en plus, hein. C'est pas pour faire semblant ou autre ou pour mettre une touche d'humour, hein. C'est que souvent, on en rigole beaucoup. De la bêtise des gens, quoi. Bon écoute, non, je pense que je t'ai tout dit, j'ai répondu à toutes tes questions, donc je pense que ça suffit, et puis ben, je pense que je les retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo.